C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les négociations pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Aucun accord n'a été ratifié. Les groupes rebelles refusent de signer. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo a décrété un deuil national. Le pays est toujours sous le choc après le massacre de Kichiché. Nous serons à Nairobi et à Kinshasa dans ce journal. Au Soudan, militaires et civils ont signé un accord pour tenter de sortir le pays de la crise politique. C'est le premier accord signé depuis le coup d'État d'octobre 2021. Les détails dans ce journal. Le président sud-africain soutenu par son parti, menacé par une procédure de destitution liée à un scandale de corruption, Cyril Ramaphosa a reçu ce lundi le soutien total des dirigeants de l'ANC. Dans le même temps, le Parlement a décidé de repousser d'une semaine le vote sur une procédure de destitution du président. La correspondance au Cap à la fin de cette édition. Elles ont eu du mal à démarrer et elles ont du mal à aboutir. Les négociations à Nairobi pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo n'ont pas pu se clôturer. Les rebelles ont refusé de signer l'accord. Les détails de notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille. Cette fois-ci, ce sont les groupes rebelles qui ont empêché la fin de ces négociations. Ils ont discuté durant une grande partie de l'après-midi entre eux et ont tout d'un coup tous décidé de quitter le lieu des négociations. En cause, ils refusent de l'admettre officiellement, mais selon plusieurs sources que j'ai pu consulter ici, ils n'ont pas touché une somme d'argent quotidienne qu'ils devaient recevoir, qui leur avait été promise. Et donc, ils refusent de continuer à participer à ces réunions tant qu'elle ne sera pas versée. Uhuru Kenyatta, le représentant de la communauté est-africaine chargé de négocier lors de ces réunions, a été extrêmement remonté. Je vous propose de l'écouter. Aux organisateurs qui sont impliqués, n'imaginez pas qu'on puisse jouer avec la paix. On ne doit pas jouer avec la paix. Vous devez assumer vos responsabilités. Si vous ne le faites pas, je n'hésiterai pas à dire au monde de ne plus jamais vous donner d'argent si vous n'êtes pas capable d'organiser ces réunions telles qu'elles devraient l'être. Uhuru Kenyatta l'a promis, les groupes rebelles toucheront bien leur per diem. Ils peuvent revenir ici à partir de mardi matin. Il y aura une séance plénière organisée à partir de 10h qui devrait permettre l'établissement d'une feuille de route qui permettra au final d'accéder à la paix dans l'est de la RDC. Mais parmi les personnes qui participent à ces négociations, de nombreux représentants de la société civile, dont certains se demandent comment une telle paix peut-elle être envisagée alors que certains groupes rebelles, parmi les plus importants, ne sont pas présents. Je pense notamment au M23. Ils se demandent comment une paix peut être établie si toutes les parties prenantes ne sont pas réunies. Toujours est-il que la communauté est-africaine et les autorités de RDC semblent y croire. Le sommet devrait se conclure ce mardi après-midi. Et je vous le disais, en République démocratique du Congo, la population est toujours sous le choc après le massacre de civils dans le territoire du Rutshuru, un massacre que l'armée congolaise attribue au M23. Les autorités parlent d'un crime de guerre. Cette tuerie aurait eu lieu après des affrontements entre la milice rebelle et différents groupes armés de cette région. Le bilan reste difficile à confirmer car la zone en question est toujours sous le contrôle du M23. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. Selon le gouvernement, au moins 120 personnes, dont 17 enfants, auraient été tuées à Kichiché, une localité située à environ 70 km de Goma. Des habitants sur place affirment avoir vu une cinquantaine de corps dans l'église de Kichiché. D'autres corps auraient aussi été enterrés dans une fosse commune. Mais le bilan reste difficile à confirmer car la zone, toujours sous le contrôle du M23, reste inaccessible aux sources indépendantes. Alors selon les autorités congolaises et plusieurs sources locales, ce massacre se serait produit le 29 novembre. Le M23 aurait lancé une opération de représailles contre des civils de Kichiché accusés de complicité avec des groupes armés locaux qui, eux, sont opposés au M23. Des affrontements avaient d'ailleurs été signalés entre ces groupes armés locaux et le M23 quelques jours avant ce massacre. De son côté, le M23 nie avoir tué une centaine de personnes. Dans un communiqué, le groupe
groupe rebelle affirme qu'au moins 8 civils ont été tués par balles perdues et parle, je cite, d'une manipulation des autorités congolaises à des fins politiques. Les autorités congolaises et des organisations non gouvernementales demandent l'ouverture d'une enquête indépendante sur ce qui s'apparente à un crime de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. On en vient à cet accord au Soudan, un accord entre dirigeants militaires et civils. Il vise à mettre fin à la profonde crise politique. Il s'agit du premier accord depuis le coup d'État du 25 octobre 2021. Florent Rodeau. Les applaudissements sont nourris et le texte fièrement présenté au public. Après plusieurs mois de tractations, dirigeants militaires et civils sont parvenus à un accord de sortie de crise. La première des 2 étapes du processus politique visant à rendre le pouvoir aux civils. Nous insistons sur le fait que la société civile doit être indépendante, neutre et professionnelle. Il faut la faire évoluer. Elle ne doit pas être liée au parti au pouvoir. Il nous faut construire un État patriote à la place d'un État au service d'un parti. Dans la salle, le général Abdel Fattah al-Burhan, l'homme fort du pays, est là. Le 25 octobre 2021, c'est lui qui s'octroie le pouvoir à la faveur d'un putsch. Il évince alors les représentants du peuple, mettant de fait sur pause la transition initiée en 2019 après la chute d'Omar el-Béchir, au pouvoir lui pendant 30 ans. À ce coup d'État s'ajoute une crise économique de plus en plus sévère. Excédée, la population se révolte alors quasi quotidiennement et les rues deviennent vite le théâtre de très amples manifestations contre les militaires. Dans un communiqué commun, plusieurs pays dont les États-Unis ont salué la signature de cet accord, parlant d'un premier pas essentiel. La deuxième phase doit-elle débuter d'ici quelques semaines? Justice, réforme de l'armée, plusieurs points pour le moins cruciaux doivent encore être abordés. Ces condamnations au Tchad dans ce procès de masse, un procès à huis clos. Un tribunal a condamné à 3 ans de prison ferme 262 personnes arrêtées lors d'une manifestation contre le régime fin octobre, une manifestation réprimée dans le sang. L'ordre des avocats s'était mis en grève sur tout le territoire avant l'ouverture et pour la durée du procès. Il a annoncé ce lundi une reprise des plaidoiries à partir de demain. Les avocats qui ont annoncé qu'ils feraient appel de ce jugement. Écoutez. 262 prévenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme allant de 2 à 3 ans. 80 prévenus condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis allant de 12 à 24 mois. Nous n'avons jamais été d'accord de la manière où on a d'abord arrêté les gens et ensuite on les a déportés loin de l'endroit de la commission de l'infraction. En moins de 2 jours, on a jugé 400 quelques personnes. Ultimatum de la CEDEAO au pouvoir malien. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest ont exigé dimanche à Abuja que Bamako libère avant janvier 46 soldats ivoiriens prisonniers depuis juillet sous peine de sanctions. Et puis sachez également concernant le Mali que le gouvernement a annoncé ce lundi le retour au poste de Premier ministre de Choguel Maïga, éloigné depuis août à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Le congrès de la puissante centrale syndicale tunisienne, l'UGTT, il a été marqué par la prise de parole de son leader Noureddine Taboubi. Il a vivement critiqué les élections législatives prévues le 17 décembre. Pour lui, elles n'ont aucune raison d'être après la réforme très contestée de la Constitution qui réduit considérablement le rôle des partis politiques. Écoutez. Nous allons vers des élections qui n'ont ni goût ni couleur, qui résultent d'une constitution qui n'a été ni participative dans son élaboration, ni soumise à l'approbation de la majorité. Le soutien de l'ANC à Cyril Ramaphosa, menacé par une procédure de destitution au Parlement après un scandale de corruption. Le président sud-africain a reçu ce lundi un soutien total des dirigeants de son parti. La correspondance au Cap de Caroline Dumay. La journée aura été longue pour le président Cyril Ramaphosa qui a finalement obtenu
le soutien des membres de son parti. Après plus de 5 heures de débat qui ont été, selon Paul Machatilé, le trésorier de l'ANC, francs et houleux, la direction du parti au pouvoir a finalement décidé de ne pas adopter le rapport parlementaire qui avait été rendu public la semaine dernière et qui incriminait Cyril Ramaphosa. Pour la direction du parti au pouvoir en Afrique du Sud, il est important que Cyril Ramaphosa reste président et l'adoption de ce rapport pourrait mener à une procédure de destitution. Parallèlement, le chef de l'État avait envoyé aujourd'hui ses avocats à la Cour constitutionnelle car il a bien l'intention de contester en justice les conclusions de ce rapport. Concrètement, il y aura donc un vote sur ce rapport demain au Parlement au Cap, mais peu de chances que la procédure en aboutisse. Peu de chances aussi que si une motion de défiance est présentée par l'opposition, eh bien qu'elle soit adoptée par le Parlement, car l'ANC est quand même largement majoritaire. Reste que le marathon pour Cyril Ramaphosa n'est pas terminé. Du 15 au 20 décembre, la grande élection de l'ANC aura lieu. Cyril Ramaphosa remet son mandat en jeu. Ces affaires entament bien évidemment sa crédibilité. Et puis sachez également que le Parlement a repoussé ce soir d'une semaine le vote sur une procédure de destitution du président Ramaphosa. La Coupe du monde de football, le Sénégal s'est incliné face à l'Angleterre 3-1. La déception était grande pour les Lions et leurs supporters. Écoutez-les au micro d'Eliman Dao. Ali aussi, il avait tout mis, il avait bien posé les pions. Mais bon, aussi, il y avait des manquements aussi. Déception, regarde. Je suis très déçu après l'élimination. Mais je suis quand même fier de l'équipe qui a été valeureuse à la Coupe du monde. La prochaine fois, on fera mieux. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Idrissa Gana Gueye et Khalil Cheikh Kouyaté. C'est à cause de ça avec grand Sadio Mané qui était absent. Mais malheureusement, nous, on a géré, on était fiers. Voilà pour la déception, mais il reste encore des Lions dans la compétition, les Lions de l'Atlas. Ils n'ont pas dit encore leur dernier mot. Le Maroc affrontera l'Espagne demain en 8e de finale. Direction le Ghana, où la start-up Swoove tente de révolutionner la façon dont les PME effectuent leur livraison. La start-up met en lien des PME et des sociétés de commerce en ligne avec des prestataires de services logistiques. Caroline Lambolé. Ils en sont à plus de 5000 livraisons par mois. Pour le fondateur de Swoove, lancer une start-up en pleine crise économique, c'est un baptême du feu. À cause des pressions économiques, tout le monde fait attention à ses dépenses. Il faut être conscient de ce que peuvent se permettre les clients et bâtir ses opérations et ses produits en fonction de cela. Et même si le climat économique est difficile, je pense que les boîtes qui s'en sortent en ce moment auront des résultats encore meilleurs une fois que le climat s'améliorera d'ici 2 à 3 ans. La start-up met en lien des PME et sociétés de commerce en ligne avec des prestataires de services logistiques. Parmi les 5 finalistes de l'édition 2022 du concours Mest Africa Challenge, Swoove bénéficiera d'un accompagnement de la part de cette organisation. C'est une plateforme qui réunit formation, levée de fonds et networking. Quand ici on trouve un entrepreneur qui a été capable de lancer une entreprise, de la faire évoluer, de faire en sorte qu'on s'y intéresse, de trouver des financements, des ressources et des talents, c'est un énorme exploit. Parce qu'ici, c'est plus difficile qu'ailleurs à trouver. C'est une start-up sénégalaise qui a remporté la compétition cette année. Son objectif ? Permettre aux producteurs locaux d'exporter leurs produits en toute facilité. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.